Donc Thierry, la parole est à toi. D'accord. Merci. D'abord, je veux remercier Amine et toute l'organisation de me donner le plaisir, parce que c'est moi un plaisir de vous parler. Je suis très honoré aussi de pouvoir parler à des Algériens et tout ce qui est nord de l'Afrique, parce que je crois qu'il y a beaucoup de futur là. Vous verrez, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez voir chez vos patients, et vous verrez que la thérapie thyroïdienne est probablement très très importante, si pas la plus importante ou la première thérapie hormonale à quoi penser quand vous êtes devant un patient. Alors, bon, j'ai une expérience personnelle de plus disons, de presque 40 ans de thérapie thyroïdienne. Mais en fait, dans ma famille, vous allez voir, je vais vous montrer quelques photos. Mon arrière-grand-père était peut-être le deuxième ou troisième au monde à donner des traitements hormonaux à ses patients, et c'était le traitement thyroïdien en 1892. Et donc, on a de père en fils, depuis 4 générations, cette passion pour la thyroïde, et vous allez voir pourquoi. Elle peut vraiment faire beaucoup. Et il y a aussi d'autres moyens que de donner des hormones qui peuvent améliorer la situation. Alors, la glande thyroïde sécrète des hormones thyroïdiennes, et le traitement thyroïdien que vous pouvez donner à vos patients peut également donc améliorer la fonction thyroïdienne. Et vous verrez que ça stimule tout le système endocrinien, pratiquement tout, pas tout à fait, mais presque tout. Et vous verrez que, par exemple, l'hormone de croissance, toutes les hormones de l'hypophyse, autres hormones que l'hormone de croissance de l'hypophyse, peuvent être stimulées par la thyroïde, donc une plus grande sécrétion. La très importante thymosinine alpha et thymuline par le thymus, et aussi beaucoup d'autres hormones comme l'insuline, le cortisol, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone peuvent être stimulées par la thyroïde. Donc, quand vous donnez le traitement thyroïdien, vous avez une sorte de multiple hormonothérapie que vous faites parce que vous stimulez toutes ces autres hormones. Alors, les hormones thyroïdiennes inhibent la prolactine et aussi la TSH, la mélatonine aussi. Il y a 2 fois plus de mélatonine chez ceux qui ont une insuffisance thyroïdienne, et par contre, ça diminue alors avec les hormones thyroïdiennes, et aussi l'hyperinsuline. L'excès d'insuline peuvent être diminués. Donc, c'est vraiment une hormone surtout stimulante, mais qui, sur certains aspects, peut aussi calmer les choses. Alors, dans la thérapie thyroïdienne, en fait, son effet principal, c'est de stimuler toutes les réactions métaboliques. Et vous en avez tous. C'est l'hormone qui stimule le plus de réactions métaboliques. Et elle va aussi stimuler toutes les réactions d'énergie dans les mitochondries. Donc, la synthèse d'ATP peut vraiment être améliorée par les hormones thyroïdiennes, ce qui explique pourquoi elle peut vous donner plus d'énergie. Et donc, ça donne non seulement de l'énergie, mais en ayant beaucoup plus de réactions métaboliques, il y a plus de chaleur. Une hormone qui stimule l'énergie et qui réchauffe, eh bien, plus elle réchauffe, plus elle stimule des réactions métaboliques, plus grande est son importance. Et vous voyez ici, ça c'est un patient qui est atteint d'insuffisance thyroïdienne, et après 2-3 mois de traitement, vous voyez la différence. Il dégonfle tout à fait. Il semble être plus vivant. Ici, il semble être absent quelque part ailleurs. Ses cheveux sont un peu plats. Et vous voyez que la transformation du visage est bien meilleure. Et ceci est une photo qui date de plus de 125 ans. Donc, vous voyez qu'on n'a rien inventé aujourd'hui. On a plutôt oublié beaucoup de choses du passé. Et le traitement thyroïdien reste un traitement majeur qui peut transformer une personne non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement bien mieux. Et alors la tradition thyroïdienne familiale, c'est ici mon arrière-grand-père qui était le vice-président d'ailleurs de l'Académie royale de médecine belge, qui était une référence à cette époque, surtout qu'il était pratiquement le seul médecin qui n'était pas un professeur, qui était en fait un médecin du terrain. Mais tant était important sa renommée et ses livres. Alors il a écrit des livres très nombreux, dont nous avons même une forme en e-book qui est son livre principal, qui est le Myxédème frustre, avec beaucoup de photos avant et après traitement, qui était vraiment très prisé dans ce temps-là. Et alors aussi, par exemple, c'est lui qui a réveillé l'intérêt, ou en tout cas a éveillé l'intérêt des médecins américains pour la thyroïde. On trouve encore dans des textbooks ces travaux. Alors, quelle est la fréquence de cette insuffisance thyroïdienne? Est-ce quelque chose qui est rare, 1% de la population? Eh bien non, c'est beaucoup plus important.
Si on se réfère aux études associant des taux d'hormones thyroïdiennes avec la maladie, on doit se dire qu'il y a au moins 50 à 80% de la population qui serait hypothyroïdienne. C'est presque au moins. En fait, il est impossible aujourd'hui d'avoir un bébé qui naît sans une carence hormonale. Pourquoi? Sans un taux, parce il a 35 hormones importantes, dont la thyroïde est peut-être une des plus importantes, si pas la plus importante, mais il est impossible vous savez que les bébés naissent en moyenne avec 6000 différents produits toxiques qui n'existaient pas il y a 200-300 ans dans la nature humaine. Et donc, comment est-ce que, quand on trouve dans la graisse autant de toxiques, comment est-ce qu'un bébé pourrait être tout à fait normal et avoir des taux optimaux d'hormones? C'est, d'après moi, en tout cas, rigoureusement impossible, et ça explique aussi une partie de ces carences hormonales, la pollution. Vous voyez, par exemple, ici, une étude qui a été faite sur la TSH. La TSH est une référence, comme vous savez, pour déterminer si une insuffisance thyroïdienne, même si ce test à lui seul ne suffit pas. Et alors, ceux qui ont une fonction thyroïdienne plus élevée sont un TSH, par exemple, en dessous de 0,4, qui est souvent la limite inférieure des références. Et alors, ils ont aussi le poids le plus léger. Et dès que la TSH augmente, chaque fois, le poids ou l'indice de masse corporelle augmente. Et vous avez, par exemple, une TSH entre 2 et 3,6, vous avez un indice corporel de 25,3, et puis TSH au-dessus de 3,6 et 26,6. Donc, on est de plus en plus obèse ou en surpoids à mesure que cette TSH s'élève, qui est un indice d'insuffisance thyroïdienne. Donc, vraiment, il est possible. Ça sont des quintiles. C'est une étude où on a divisé les 20% les plus bas, les 20% presque et les plus élevés et tous les autres 20% entre. Donc chaque fois c'est une tranche de 20%, une quintile, et on voit que ici tout cela pourrait être considéré comme hypothyroïdien puisque tous ces taux-là sont déjà liés avec une augmentation du risque de maladie. Et avec le vieillissement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les taux diminuent avec le vieillissement, alors que le corps reste de la même grandeur et souvent du même poids, parfois un poids un peu plus, mais en question muscle sûrement plus ou moins égal. Et malgré ça, on a à 20 ans déjà une diminution de 7%, ce qui est tout à fait normal parce que les adolescents ont un métabolisme plus rapide nécessaire pour grandir. Après, il peut chuter un peu, mais à 90 ans, par exemple, vous avez 45% moins de T3 par rapport au taux à 10 ans, ce qui est vraiment beaucoup. Et la T3 est l'hormone thyroïdienne la plus puissante, la T4 étant moins puissante, mais un grand précurseur de la T3. Et on voit que ce taux aussi diminue avec l'âge, à moins 40% à 90 ans. Donc, presque impossible. Quelqu'un qui a 10 ans a une fonction thyroïdienne suffisante. Et ce n'est pas que ça. En fait, l'insuffisance thyroïdienne est aussi causée par une diminution des récepteurs. Par exemple, la triiodothyronine, déjà entre 30 et 60 ans, 41% moins, cette hormone est moins attirée par les récepteurs parce qu'ils sont soit vieillissants, ces récepteurs protéiques, qui sont au sein du noyau de la cellule, soit ils sont tout simplement absents. Il y a beaucoup d'absence et moins produits. Et donc, vous avez déjà, en fait, 41% moins d'effet si vous donnez une T3 à quelqu'un qui a un âge moyen et à quelqu'un de plus âgé, au-dessus de 60 ans, ça diminue encore plus. Et pour la T4, en tout cas, à partir de l'âge de 61 ans, ça diminue aussi très fortement. Donc, vous donnez la même dose d'hormones thyroïdiennes à quelqu'un de jeune ou quelqu'un d'âgé, ça va avoir moins d'effet chez une personne plus âgée en général, par manque de récepteurs. Alors, l'icturie, comment la détecter? Ça, c'est vraiment cardinal. Alors, en fait, c'est très facile. Il suffit de regarder au patient et vous avez déjà une première impression. Mais le diagnostic tout à fait sérieux comporte plusieurs aspects. Alors, on vérifie l'histoire médicale, les antécédents médicaux, par exemple un retard de la croissance, peut-être un indice qu'il y a un manque d'hormones thyroïdiennes en enfance, les plaintes du patient, les signes physiques qu'on peut voir avec un surpoids et un gonflement du visage, entre autres. Et
en fait, quand on regarde à tout ça, ça sont des effets vraiment finaux des hormones thyroïdiennes dans les cellules cibles. Donc, quand quelqu'un se plaint d'un symptôme d'insuffisance thyroïdienne, cela veut dire que dans la cellule même, les cellules périphériques, il y a probablement trop peu d'hormones thyroïdiennes. Alors, on a les tests de laboratoire, mais ils ne sont pas si efficaces que ça, en fait, les tests de laboratoire, parce qu'ils sont, en fait, ils fournissent une idée sur le passage intermédiaire des hormones thyroïdiennes vers les cellules cibles. Donc, on n'est pas dans les cellules, c'est pas l'effet final qu'on a, on a une idée combien d'hormones thyroïdiennes arrivent pour les tissus. Et nous, ce que faisons dans notre clinique, on fait vérifier le test dans le sang, qui est avec les taux fluctuants d'hormones. On n'est pas toujours avec des taux qui reflètent vraiment ce qu'il y a, mais c'est plus crédible ou plus on peut faire plus confiance aux urines des 24 heures avec les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Parce que là, on a une idée sur 24 heures de la production d'hormones thyroïdiennes, ce qui est vraiment intéressant. Et alors, il y a aussi toujours, il faut donner le traitement pour voir si on enlève ces symptômes qui suggèrent l'insuffisance thyroïdienne et ces signes physiques. Donc, ça aussi, l'effet alors de ce traitement d'essai donne aussi une idée de ce qui se passe au niveau thyroïdien dans les cellules cibles. Donc, nous faisons affaire. On utilise une grande approche pour être tout à fait bien savoir quelle est l'intensité de cette insuffisance et s'il y a une insuffisance, oui ou non. Alors, dans les antécédents médicaux chez les enfants, qu'est-ce qui fait penser une insuffisance thyroïdienne? Eh bien, un déficit d'attention, un hyperkinétisme, parce que la thyroïde ralentit tout. Le patient, le jeune enfant ne se sent pas bien, et en bougeant, il active son sang, il se sent mieux, et c'est pour ça qu'il a cet hyperkinétisme. Mais son déficit d'attention dû à un manque d'hormones thyroïdiennes reste. Et j'ai beaucoup d'enfants hyperkinétiques avec un déficit d'attention qui ont amélioré avec le traitement. C'est presque même systématique tellement c'est efficace et fréquent. On ne doit pas donner une amphétamine comme on fait actuellement. C'est mieux de donner des hormones thyroïdiennes, c'est plus prudent et plus efficace. Alors, retard de croissance aussi. La puberté précoce. On peut vraiment avoir une puberté précoce qui se déclenche lors d'insuffisance thyroïdienne chez l'enfant, une surcharge pondérale. L'enfant est trop lourd. Et aussi, très souvent, des infections récurrentes. Moi, j'ai reçu à l'âge de 5 ans des hormones thyroïdiennes parce que j'avais des rhumes et des infections tout le temps. Et c'était fini en prenant des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très efficace et très important à donner à un enfant. Il va se sentir mieux parce que sans hormones thyroïdiennes et avec une insuffisance, il va être fatigué à l'école, avoir des difficultés à suivre, etc. Donc, donner des hormones thyroïdiennes quand il faut est très bon. Alors, aussi dans les familles, si quelqu'un a une insuffisance thyroïdienne, il est probable aussi ou possible que beaucoup d'autres personnes dans la fratrie ont une insuffisance thyroïdienne. Donc, par exemple, vous voyez ici, il a un myxédème, 2 mois de traitement thyroïdien écrit, mais après, les hormones thyroïdiennes à long terme commencent de plus en plus à stimuler les autres hormones. Donc, il a l'air mieux après 14 mois de traitement thyroïdien et je dirais plus rajeuni. Et on voit aussi que sa sœur ici a le même aspect que lui initialement, myxédème, gonflé par des produits, des mucopolysaccharides, et c'est ce qui s'appelle le myxédème, des produits déchets en fait, entre les cellules. Alors, il y a des signes physiques d'insuffisance thyroïdienne et un des premiers, comment discerner dans l'enfance l'insuffisance thyroïdienne? Eh bien, c'est une taille plus petite. Et l'adulte aussi qui a une insuffisance thyroïdienne en enfance non traitée va être de taille plus petite et plus robuste. Donc un tronc et des épaules un peu plus larges, mais des jambes relativement plus courtes et des bras plus courts comparativement. On voit que par contre ceux qui n'ont pas d'insuffisance thyroïdienne ou peu ont une bien meilleure situation. Donc c'est vraiment ça, c'est typique d'une insuffisance en enfance. Alors la racine du nez plat, ça c'est très typique. Vous voyez tous ces nez plats, ça c'est très typique d'insuffisance thyroïdienne. Et on pense souvent que les Asiatiques sont plus petits et plus robustes et ils ont alors une racine de nez aplatique. Ça c'est tout à fait normal et racial. Non, c'est une insuffisance thyroïdienne à mon avis parce que j'ai vu et j'ai examiné des personnes de descendance asiatique et on voit qu'en fait s'il a un frère, et on peut avoir un frère
avec peu d'insuffisance thyroïdienne et un autre avec beaucoup. Celui qui a beaucoup a mangé beaucoup de soja, par exemple, qui bloque la fonction thyroïdienne. Et alors, il a une racine de nez plate, tandis que l'autre ne l'a pas. Donc, je pense vraiment on pourrait corriger ça. Vous voyez, cette racine de nez plat, c'est d'insuffisance thyroïdienne en enfance. Et ça prend 1 an ou 2 en donnant des hormones thyroïdiennes à la bonne dose pour améliorer la situation. Donc, ça peut aller très vite. J'ai même une personne avec des déformations génétiques, avec un visage un peu déformé par déformation génétique. Et bien, en donnant des hormones thyroïdiennes, cette jeune fille de 8 ans, après 6 à 8 semaines, a déjà la racine du nez qui commence à être visible alors qu'elle n'était pas avant. Donc, on peut vraiment rendre une personne beaucoup plus belle avec des hormones thyroïdiennes. Alors, vous voyez ici aussi, racine de nez, il a une hyperlaxité de tous les ligaments dans l'insuffisance thyroïdienne. Ça prend 1 an pour inverser ça chez un enfant. Chez l'adulte, c'est plus difficile. Alors, aussi, les genoux peuvent être prolaxes et on peut avoir typiquement des pieds plats. Vous voyez aussi la hyperlaxité des doigts. C'est très l'hyperlaxité du coude aussi. Hein, donc, alors chez l'adulte, qui sera vos patients prédominants, et chez l'adulte, vous avez aussi des signes physiques. Vous avez par exemple la perte de cheveux diffuse. Donc c'est pas seulement au-dessus, non, c'est partout. Et les cheveux sont plus secs et épais. Donc ils sont pas minces, ils sont épais, mais rêches, très rudes comme ça, enfin irréguliers d'aspect. Et il faut toujours toucher votre patient, toucher ses cheveux, toucher sa peau. Ça vous donne des informations sur son état hormonal. Les paupières inférieures gonflées, typiquement. Et dans le visage va être plus gonflé, mais on voit à nouveau pour les cheveux le tiers externe du sourcil qui a disparu. Et ce signe porte aussi le nom du signe du docteur Eugène Hertog, mon arrière-grand-père, qui avait été le premier à mettre ce signe en évidence. Lésion trophique des cheveux, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de cheveux ici, et paupières inférieures gonflées. Alors, le visage bouffi, on peut, même en prénatal, on peut voir déjà une insuffisance thyroïdienne dans les images. Par exemple, ici, un visage bouffi, vous voyez un nez plat, mais surtout très gonflé, racine de nez plat, langue enflée. On peut avoir ce qu'on appelle une macroglossie, et le nez même est gonflé. Dans l'enfance, vous voyez un peu un même aspect, toujours avec cette racine de nez plat, et ce visage gonflé, quand le visage gonfle aussi dans l'adulte à cause de myxédème. Et dans la vieillesse aussi, donc toutes ces personnes ont des insuffisances thyroïdiennes en clinique visible. Et la tension artérielle est plus élevée, mais surtout la diastolique. Donc, si vous avez quelque chose comme 140-100, par exemple, ça c'est typique de la suffisance thyroïdienne comme hypertension. C'est une pression artérielle pincée. Et vous voyez aussi sur la peau, vous avez ce qu'on appelle la kératose. Ce sont des petites cellules mortes qui s'accumulent au niveau où les poils sortent, où les cheveux sortent. Et c'est donc de l'hyperkératose pilaire. Très typique. Alors, les mains sont souvent froides et même cyanosées, les pieds aussi. Vous habitez dans un pays chaud comme l'Algérie, si vous avez un patient qui a des mains et des pieds froids, dans votre climat, pensez à l'insuffisance thyroïdienne qui est très probable. Mains froides, acrocyanose, mains gonflées aussi. Alors, les mains gonflent et les pieds gonflent en insuffisance thyroïdienne le matin. Mais une fois que vous vous levez, les choses vont mieux et le pied dégonfle et les mains dégonflent. Donc, des mains et des pieds gonflés au lever, pensez à l'insuffisance thyroïdienne. Alors, il y a aussi le réflexe achillien qui reste un des meilleurs tests à faire. Ça reflète mieux l'état thyroïdien tissulaire que les taux d'hormones T4 et TSH d'après cette étude. Et plus longtemps est le temps de relaxation de ce réflexe, plus il a l'insuffisance thyroïdienne, plus le cholestérol est élevé. Donc, il y a assez d'études qui démontrent l'importance de ce test qui est très fondamental, très typique pour l'insuffisance thyroïdienne, un réflexe achillien lent. Alors les plaintes, il y a de nombreuses plaintes. En fait, cette étude montre en fait que plus la TSH sérique augmente,
même à l'intérieur des références, plus il y a des symptômes, des plaintes d'insuffisance thyroïdienne. Et donc, c'est proportionnel. Donc, cette étude conclut que ces symptômes d'hyporodie sont très utiles, en fait, pour aider au diagnostic d'insuffisance thyroïdienne. Alors, le premier signe physique typique de l'insuffisance thyroïdienne, c'est de gonfler partout. Des mollets, du visage, des paupières. Vous voyez, c'est gonflement ici, typique. Poche sous les yeux, gonflement chez 60% des patients hypothyroïdiens qui ne se portent pas bien sous monothérapie. C'est une étude que j'ai publiée il y a longtemps. Le surpoids, l'obésité est très connu. La constipation est aussi un symptôme. Le système de l'intestin fonctionne lentement. Et il y a de constipation chez 2/3 des patients dans cette étude qui atteint de très forte insuffisance thyroïdienne. Sinon, c'est 1/3 à la moitié dans une insuffisance thyroïdienne primaire où la glande thyroïde est faible. Une autre étude, 30% chez les patients hyperthyroïdiens qui ne répondent pas bien au traitement thyroxine. Donc, même si vous donnez la thyroxine, vous pouvez garder le symptôme parce que c'est la thyroxine, comme on verra, et n'est pas le meilleur traitement thyroïdien et même un très faible traitement comparé à d'autres. Alors, la raideur matinale, on se lève raide le matin. Ça, c'est dû à le myxédème qui est entassé un peu partout et qui bloque un peu les mouvements. Aussi, s'il y a des douleurs, c'est des douleurs un peu partout dans tous les muscles qui sont gonflés par le myxédème et c'est surtout le matin. Tout est plus sévère le matin au lever et tout doucement au cours de la journée, ça diminue. Et alors, les myalgies diffuses sont du fait parce qu'il y a une compression des nerfs dans les muscles par le myxédème qui s'accumule un peu partout dans le muscle. Et aussi le ronflement. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de ronflement chez ceux qui ont une insuffisance thyroïdienne parce que, en fait, toutes les voies aériennes sont gonflées et sont donc leur lumen, l'intérieur, la lumière est plus petite. Et c'est vraiment un traitement qui peut fortement diminuer. Si on voyait qu'on a 38% de hypoventilation chez ceux qui ont une insuffisance thyroïdienne. Et alors, il y a aussi une compression dans la tête par le myxédème, parce que le crâne et les os sont fixes, et si vous gonflez là-dedans, ça cause une compression du cerveau. Donc, maux de tête diffus, migraine, on le trouve chez 62% des patients hypothyroïdiens qui sont traités avec la T4, mais ne répondent pas bien à ce traitement. Il y a aussi des plaintes psychologiques. Alors, en fait, les plaintes psychologiques, mais aussi physiques, sont plus fréquentes le matin. Et donc, vous avez par exemple plus de fatigue, plus d'humeur maussade, pas envie de se lever, une lenteur le matin. Il faut surtout pas trop parler à quelqu'un qui a une insuffisance thyroïdienne le matin au petit déjeuner parce qu'il c'est gonflé ici à l'intérieur, il ne se sent pas bien. Le sang va un peu trop lentement. Et aussi, s'il se met au repos, s'il est assis de façon prolongée la journée, il devient somnolent. Et donc, il se sent pas bien. Donc, il doit en fait bouger pour mieux se sentir. Et en fait, le soir, il bouge beaucoup et il a beaucoup bougé dans la journée, beaucoup été actif. Le patient se sent mieux et les meilleures heures, c'est le soir. Le pire, c'est le matin. Alors, donc, on a cette fatigue matinale au repos qui est présente chez 96% ou 96% des patients souffrant d'insuffisance thyroïdienne qui sont traités avec thyroxine mais ne répondent pas bien au traitement. Donc, pratiquement tous. Et ils sont aussi plus lents, bougent lentement, la moitié des patients, et certains ont une hyperactivité compensatoire. Et alors, il peut avoir de la dépression, et c'est même souvent, il y a de la dépression, mais c'est le matin et au repos. Ils se sentent bien en bougeant, et beaucoup de ces gens développent alors une hyperactivité justement pour ne pas se sentir moche toute la journée. Donc, dépression, c'est 2/3 des patients, ou la moitié ici. Les meilleurs tests de laboratoire pour vérifier tout ça sont lesquels? Alors, dans notre clinique, on fait des tests de sang, mais aussi des urines de 24 heures. Et ceci donne une idée, en fait, une image instantanée, c'est comme une photo. On dirait que c'est plutôt une vidéo avec des urines de 24 heures. On a une idée sur les 24 heures de ce qui se passe et c'est beaucoup plus stable, ces résultats-là.
s'ils sont bien faits dans de bonnes conditions, des conditions de repos. Donc, vous collectez pendant 24 heures les urines du patient qui ne doit pas trop bouger. Il doit avoir une activité sédentaire et pas courir un marathon, par exemple. Alors, ces résultats sont fiables. Alors, regardons un peu les tests stériques. L'image instantanée qu'elle donne, en fait, d'un état extracellulaire, qui n'est pas intracellulaire comme les plaintes et les signes physiques. Regardons un peu ces tests. Alors, on a plusieurs tests, les T3 et T4 libres, qui, s'ils sont bas ou bas normal, à l'intérieur de valeurs de référence, peuvent suggérer une insuffisance thyroïdienne, ou suggèrent fortement d'ailleurs une insuffisance thyroïdienne. La TSH, la reverse T3, qui plus élevés sont ces taux, plus ils reflètent une insuffisance thyroïdienne, puisque la T3 reverse bloque la T3. C'est une hormone bloquante. Et puis, il y a les anticorps antithyroïdiens à vérifier, les antithyroperoxydase ou les antithyroglobulines. Donc, nous faisons ça, en tout cas, dans les tests initiaux de façon constante. Et aussi, la thyroglobuline, si quelqu'un a un goitre ou un agrandissement de la thyroïde, ça vaut la peine de demander. Ça peut être proportionnel. Le taux augmente proportionnellement à la grandeur de la thyroïde. Alors, ces résultats, tous ceux-ci, haut normal, suggèrent une insuffisance thyroïdienne. Donc, 2 groupes de tests à faire. Alors, là est justement le plus intéressant et le plus important. C'est comment interpréter les tests thyroïdiens. Est-ce que les valeurs de référence sont des valeurs de santé? Et alors, ce qui est en dessous est mauvais et au-dessus, c'est aussi mauvais parce que c'est trop. Allons voir. On a un peu oublié en médecine, en tout cas chez nous en Europe, il y a une tendance, et aux États-Unis encore plus, de regarder seulement les tests de labo. Et alors de ne pas regarder le patient. Par exemple, ici, il dit vos tests de labo sont bien, il n'a aucun problème avec la thyroïde, alors que c'est pas mal un goitre. Donc, il faut vraiment examiner son patient. C'est très important chez nous, dans les consultations, prendre 10 à 15 minutes de faire un bon examen clinique, et ça vaut vraiment la peine. Alors, il faut aussi perdre cette habitude de croire que si on est à l'air des valeurs de référence, on est normal. Par exemple, il dit, bonne nouvelle, votre test indique que vous êtes dans la valeur normale. Non, c'est quoi ces valeurs de référence? C'est des valeurs de référence, ça veut dire que 95% des patients qui vont au labo, des patients, pas des gens sains, vont à ce labo sont entre ces valeurs, 2,5% en dessous, 2,5% en dessus. Ça veut dire que ce sont des valeurs statistiques. Et être dans l'intervalle de référence ne suffit pas. Il faut être un taux optimal. Et donc ici, il devrait plutôt dire, là vous êtes bas normal, donc vous souffrez d'un degré intermédiaire d'insuffisance thyroïdienne, parce qu'il voit son patient, ne va pas bien. Donc regardez toujours votre patient avant de dire quoi que ce soit sur les tests de la peau. Ça explique votre fatigue, humeur maussade, surpoids, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de voir la réalité, en fait, la science. Et en fait, toutes les valeurs en dessous de la valeur inférieure de référence sont à considérer comme hypothyroïdie, mais aussi les valeurs bas normales de T3 et T4, proches de la limite inférieure, devraient être considérées comme des valeurs qui sont trop basses. Et ça augmente le nombre de patients ayant besoin d'un traitement. Et il y a beaucoup de références scientifiques, là, donc vous en faites pas. On est bombardé d'études. Il y a plus de 200 études montrant des tests thyroïdiens à l'intérieur de valeurs de référence associés significativement avec de la maladie. Donc, par exemple, vous avez des T3 limites inférieures, T3 limites supérieures, et on voit que le flux coronaire est plus lent dans ces valeurs-là, dont une partie est à l'intérieur de valeurs de référence. Et le cœur ne se contracte pas bien, il a un dysfonctionnement hypertrophie du ventricule gauche, donc insuffisance cardiaque, ou dans un certain degré, jusqu'à ces valeurs aussi, dont une partie sont à l'air de valeurs de référence. Vous avez aussi plus d'événements cardiovasculaires indésirables, comme des infarctus, des arythmies et autres, à l'intérieur de cette valeur qui comporte la moitié inférieure de la référence, plus les valeurs en dessous de la limite inférieure. Plus grave, alors, est l'athérosclérose intercornéenne. Plus bas est votre taux, pire est le risque. Donc, il y a en fait plus de caractéristiques de l'insuffisance cardiaque à des taux qui diminuent progressivement de T3 libre, aussi ceux à l'intérieur de la référence. Alors, qu'est-ce qui est bon? Les taux de santé sont quelque part
autour de la valeur moyenne de la T3 dans le test de labo, ou un peu supérieur, mais pas trop haut non plus, parce que sinon vous risquez la tachycardie. Donc ces valeurs de référence sont des valeurs statistiques et pas de normalité. On voit aussi que pour la T4, des petites différences qui sont toutes petites ici font que vous avez un syndrome métabolique qui commence en fait à un taux qui est au-dessus de la valeur moyenne du labo, des tests de T3 libres, et que alors une légère diminution, donc ici ça c'est OK, tandis que ici une légère diminution donne de plus en plus de caractéristiques du syndrome métabolique, avec obésité abdominale et hypertension, etc. Donc c'est pas bon du tout d'être dans cette valeur, et la valeur est plutôt au normal dans la T4 pour être à une bonne fonction thyroïdienne. Donc il faut vraiment un peu remettre les pendules à l'heure et voir la science, et pas ses préjugés ou ce qu'on a appris à l'université il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Les profs sont souvent des chercheurs qui traitent pas peut-être suffisamment des patients pour s'y connaître tout à fait, et ne lisent pas toujours toute la science, une partie oui, mais je peux vous dire que je suis déjà tombé sur des endocrinologues qui ne savaient pas que la T3 était plus puissante que la T4. Et ça dans une émission radio. Donc, alors, TSH élevé ou une TSH au normal, donc, indique déjà de l'incidence thyroïdienne. Comme nous allons voir ici, par exemple, ça c'est les valeurs de la TSH, c'est la limite supérieure et la limite inférieure. La moyenne est autour de 1.3, 1.5 de TSH. Et qu'est-ce qu'on voit? Toutes ces valeurs plus élevées, dont certaines sont à l'intérieur de valeurs de référence, donnent plus de hypothyroïdie, de dépression, d'anomalies cardiaques. Ici, toutes ces valeurs aussi donnent un rétrécissement des artères et une augmentation de la fonction. Donc, à partir ici, ça c'est 2,1, ça c'est 3. Toutes ces valeurs plus élevées vous donnent plus à risque le CRP sérique plus élevé. La T3 est une hormone très anti-inflammatoire. Donc, vous avez une CRP plus élevée quand vous avez un décret d'incidence thyroïdienne. Plus de cholestérol aussi quand vous êtes au-dessus de 2. Plus de décès par maladie coronienne quand vous êtes au-dessus de la moyenne de la population, plus de cancer du sein, cancer de la prostate, surcharge pondérale, glucosérique, etc. Donc, en fait, les bons taux de TSH sont quelque part entre 1,4 et 0,4. Là, vous avez les risques le plus faibles de maladie en général. Mais si vous allez encore plus bas, vous pouvez avoir des risques d'excès thyroïdien et être pas bien. Donc, quel est le traitement qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il y a un traitement qui peut optimiser la vie et la fonction thyroïdienne surtout. Mais je peux vous dire que si vous n'avez pas d'hormone thyroïdienne, vous n'êtes d'une certaine façon pas vivant. Vous êtes comme une plante, vous ne bougez pas, réagissez pas, ressentez pas, etc. On a le coma thyroïdien, hypothyroïdien qui donne ça. Alors, le début de la lumière du jour, c'est très important parce que peu de temps après, vous avez un pic de TSH et puis un peu plus tard, un pic de T3 et T4. Donc ça, en fait, la lumière augmente la production d'hormones thyroïdiennes. Et vous voyez, apparition de la lumière, vous voyez la TSH augmenter et va stimuler une sortie de T4 et de T3 3-4 heures après l'apparition de la lumière. Donc, plus de lumière peut vraiment améliorer la situation. Une autre chose que vous pouvez demander, c'est aux patients de dormir suffisamment. Si on dort suffisamment, vous avez plus de T3 et T4 dans le sang. Les études ont montré que si on prive, par exemple, des rats de sommeil, ils dorment 5 fois moins, on leur permet de dormir 5 fois moins, on fait diminuer la T3 de pratiquement 50% et de 73%, donc par exemple de 3/4 la T4. Et donc si vous dormez peut-être moins 40%, c'est moins grave, mais il y a quand même une incidence thyroïdienne. Donc essayez de bien dormir, il y a de bons traitements. Alors, aussi améliorer l'alimentation et surtout le café. Le café stimule et souvent les personnes anciennes prennent du café, mais ça aggrave leur insuffisance thyroïdienne. Une étude nouveau chez le rat a montré qu'on peut diminuer la TSH de 85% de la caféine
Il y a aussi une importante diminution des T3 et T4 si on fait boire du liquide avec de la caféine au rat. Et pour le thé, avec la théophyline et théobromine, on peut aussi avoir des effets similaires à la caféine. Donc, ni thé ni café ne sont vraiment bons à prendre. Aussi, alors, on peut améliorer la fonction thyroïdienne en mangeant de bons glucides. Par exemple, cette personne-ci mangeait, disons, normal. Et lorsqu'elle a commencé à prendre un régime uniquement basé sur des fruits, et devenir végétalienne, mais c'est presque uniquement de fruits qu'elle mange. Elle est tout à fait dégonflée et sa fonction thyroïdienne s'est améliorée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une influencer que vous pouvez trouver. Elle s'appelle Freely, je crois. Freely, c'est ça. Vous pouvez la trouver. Elle expérimente le monde de différentes façons. Je crois qu'elle habite maintenant en Amazonie. Très peu vêtue. Elle essaye d'être proche de la nature. Alors, évitez de manger des aliments riches en protéines au souper parce que ça diminue la fonction thyroïdienne. Si vous mangez de la viande ou de poisson, l'idéal c'est le matin et le midi éventuellement, mais pas le soir. Donc, pas d'éléments riches en protéines au dîner, idéalement. Sinon, vous allez vous lever fatigué avec une insuffisance thyroïdienne. La plupart des protéines sont à manger plus tôt. Alors, pourquoi? Parce que déjà, dans la nuit, pour bien dormir, une hypothyroïdie nocturne s'installe. Et vous avez par exemple la TSH qui s'élève la nuit, qui indique une insuffisance thyroïdienne, et durant la nuit, il y a une diminution progressive de la T4 la nuit. Donc, il ne faut pas aggraver cette hypothyroïdie nocturne. Mais en fait, quand vous mangez les repas riches en protéines, vous allez diminuer la T3 sérique. En fait, ce qui se passe, c'est que le soir, vous mangez, les protéines vont rester dans l'estomac très longtemps. Ça reste en moyenne 6 heures dans l'estomac. Donc, si vous allez manger à 9 heures, à 7 heures et vous dormez à 10 ou 11 heures, elles sont encore toujours là dans l'estomac. Et comme vous ne bougez plus, elles vont rester dans l'estomac toute la nuit. Et en mangeant le soir, comme cette personne fait, j'espère que vous mangez quand même pas comme ça, hein, que vous êtes un peu plus, vous tenez un peu mieux. Mais je vais vous montrer que ça existe des gens qui mangent n'importe quoi le soir devant la TV. Et bon, ça va surcharger le foie en mangeant des protéines. Et il aura une hypothyroïdie à T3 plus sévère. En fait, il y a une diminution de la conversion de T4 en T3 qui se passe dans le foie à cause des protéines qui s'accumulent dans le foie. Et donc, vous levez gonflé le matin. Alors, il y a des nutriments qui peuvent aider. Le plus puissant est le fer. Vous avez, par exemple, ces femmes souffrant de carence en fer, elles ont 28% moins de T3, 25% moins de T4, et elles consomment aussi l'oxygène, 12% de moins. Et tout ceci se corrige en donnant une supplémentation en fer. Donc, très intéressant. Alors, le traitement thyroïdien propre qu'elle suit à donner, le meilleur, c'est en fait un thyroïde desséché de porc. Alors, je sais que pour des raisons religieuses, on peut pas manger du porc, souvent dans les pays où vous êtes, mais ça ne concerne pas les médicaments. Il y a une imam qui disait il faut alors que le médicament soit au moins la taille d'une olive. Mais c'est jamais la taille d'une olive, ce qu'on prend en préparation thyroïdienne, c'est beaucoup plus petit. Alors il y a des produits Airfat thyroïde qui vient du Canada que même les patients peuvent avoir sans prescription, mais attestant qu'ils ont une pathologie thyroïdienne. Ils peuvent l'avoir par Internet. Il y a Armour Thyroid, et qui est en Amérique le prédominant. Il y a aussi Nature Nature Thyroid ou West Thyroid. Mais ceux-ci n'ont pas de conservateur et ne se conservent pas. Donc, si vous l'avez, vous devez immédiatement l'utiliser, mais 6 mois après, ça commence à se détériorer. Et puis, la préparation magistrale en pharmacie. Le meilleur, c'est de prendre ces deux-là, un de ces deux-là. Alors, si vous voulez vous voulez du synthétique qui est fabriqué à l'usine, vous avez du Novotyral, vous avez qui contient T3 et T4, le dityrone par exemple, la T3, le citonel, ou le synthroïde, ça c'est le T4 etc. Pour la T4, il faut toujours des doses relativement plus élevées pour avoir suffisamment d'hormones thyroïdes. Donc les doses que je vous ai notées, c'est ici. Je pense que vous avez des notes que vous savez un peu. Donc tout ça c'est bien. Alors
pour montrer pourquoi il faut prendre une préparation qui a T3 et T4. Et ceci est vraiment important. C'est une chose à retenir, à part le fait que c'est très fréquent dans les séances thyroïdiennes, c'est comment la traiter, et la traiter avec des T3 et T4, et pourquoi ils sont meilleurs d'avoir une préparation T3, T4. D'abord parce que l'hormone prédominante thyroïdienne dans les cellules, c'est la T3. C'est elle qui va le plus activer les récepteurs. Et secondairement, parce que c'est l'hormone aussi la plus active dans les tests métaboliques, la T3 va stimuler 3 à 10 fois plus fortement la réaction métabolique que la T4. Et alors, il y a beaucoup de patients qui ne savent pas convertir la T4 en T3 suffisamment. Et je dirais, avec l'âge, presque tout le monde. Et vous avez une carence en fer, une carence en sélénium, en zinc, une carence en vitamine A, donne une diminution de la conversion T4 en T3, aussi quand vous avez trop peu d'hormones de croissance. Ça, c'est une hormone extrêmement puissante. Je viens de publier un livre qui est vraiment intéressant à ce sujet et qui montre à quel point l'hormone de croissance est importante pour l'adulte et peut changer les choses, probablement l'hormone presque prédominante avec les hormones thyroïdiennes. Mais cela va stimuler la conversion de T4 en T3 en faisant moins 50% plus de T3 de la T4. Donc, tous ceux qui reçoivent l'hormone de croissance à l'âge adulte et ont une préparation thyroïdienne de diminuer la dose. Et alors, il y a toute une série d'autres carences hormonales. Les anticorps antithyroïdiens vont diminuer cette conversion. Et donc, raison de plus pour déjà donner au moins la T3 en plus de la T4. Et alors, on obtient aussi plus de thyroïdie dans les cellules lorsqu'on donne la T3. Ici, ce sont chez les rats, on a enlevé la thyroïde et on voit que si on ne donne pas la T3, on donne que la T4, les T3 dans les cellules, dans les tissus, les ovaires, le cœur, les poumons, les muscles, restent toujours trop bas. Donc ça veut dire trop bas. Il doit être ici, dans cette zone plus sombre, et cette T3, ça c'est la T4. Là, on la corrige bien, mais on ne corrige pas bien. Pas suffisamment la T3 dans tes tissus. Il reste toujours une insuffisance thyroïdienne importante dans ce cas-là. Alors, intéressant est de voir, et c'est ce que cette étude montre, que en fait, si vous avez, vous voulez être ça c'est l'intervalle de référence de T4, et vous devez toujours être au normal dans la T4 en donnant la thyroxine pour que la T3 soit dans la moyenne de tests de référence. Et donc, si vous donnez une T4 où vous arrivez à la moyenne, vous allez être trop bas avec votre T3. Il faut, quand vous donnez une T4 dans un test thyroïdien, T4 ça au normal, sinon le patient a trop peu de T3. Donc, il vaut mieux donner une préparation T3 et T4, et là, vous pouvez accepter une T4 un peu plus basse parce que la T3 se lève plus facilement. Alors, ce qui est très important, c'est une étude que j'ai quand même publiée aussi, c'est que comparé à un traitement à la T4 et les symptômes que les patients ils avaient en moyenne presque 8 symptômes, eh bien ils sont presque tous améliorés et beaucoup disparus avec traitement à T4 et T3, que ce soit T4 et T3 synthèse ou des extraits thyroïdiens, non améliorés très peu. Donc on a une meilleure efficacité à des doses comparables. Alors aussi, le cholestérol, par exemple, est mieux. Par exemple, L-thyroxine diminue de 12% le cholestérol et pas significativement avec les T3, T4 en synthèse, mais les extraits thyroïdiens nettement plus efficaces, 31% de diminution, et la T3 seule, mais donnée 5 à 6 fois par jour, parce que vous donnez ça 2 fois, ça marchera pas si bien. Il faut vraiment le donner très souvent. Au moins 4 fois par jour pour avoir un effet. Là, vous pouvez même diminuer jusqu'à 40% le cholestérol. Il faut de la T3 pour diminuer le cholestérol. Suffisamment. Alors, donc les meilleures préparations, on a un peu discuté. Comment commencer un traitement? Commencer toujours lentement, parce qu'au début, le volume du sang est petit et diminué dans l'insuffisance thyroïdienne. Il faut qu'il augmente progressivement pour ne pas saturer les récepteurs trop rapidement et pour supporter le traitement. Donc, vous commencez très lentement par 15 mg par jour, puis vous allez jusqu'à 75 mg par jour ou en hiver. Je ne sais pas s'il y a vraiment des hivers très froids chez vous. Ça peut être 90 mg par jour jusqu'à la prochaine quantification. Et puis, à la prochaine quantification, vous augmentez éventuellement de dose si c'est nécessaire ou diminuez si un excès d'hormones thyroïdiennes. Mais chez nous, généralement, les patients ne reviennent jamais ou presque jamais en excès d'hormones thyroïdiennes parce qu'on leur apprend à reconnaître les signes physiques et les symptômes de trop d'hormones thyroïdiennes.
Alors, il faut éviter la caféine parce que ça va non seulement diminuer les hormones thyroïdiennes à long terme, mais ça va interférer et donner des palpitations avec les hormones thyroïdiennes. Aussi, les antidépresseurs tricycliques qui sont très peu utilisés actuellement, donc il y a moins de problèmes sur ce point de vue-là. Mais il faut la caféine, il y a beaucoup de caféine. Hein, une tasse de café a pratiquement 100 milligrammes de caféine. Le décaféiné est acceptable, surtout les nouvelles formes de décaféiné qui sont où la caféine est extraite avec du gaz carbonique et de l'eau, et pas avec des produits toxiques. Alors, les progrès qu'on peut avoir, ça c'est un traitement. Vous voyez le patient qu'on a vu avant avec perte de cheveux en 6 mois de temps. Vous voyez la différence, comme quoi les cheveux peuvent assez bien pousser dans cette presque alopécie totale. Alors ici, vous voyez le gonflement, à quel point cette personne est beaucoup plus belle. Et alors cette personne a arrêté le traitement et elle est revenue à l'état précédent. Donc, il ne faut pas n'arrêter pas le traitement. Alors, je suis arrivé ici à la fin de ma présentation et je veux juste vous parler qu'il y a une formation, il y a un module sur la thyroïde qui comprend tout. Vous avez aussi, par exemple, les maladies auto-immunes, comment traiter la maladie d'Hashimoto, l'hyperthyroïdie, comment traiter tous les problèmes qu'on voit avec le traitement thyroïdien, des solutions à trouver les causes et les solutions. Et alors, vous avez 2 heures, par exemple, sur le diagnostic avec toutes les particularités, toutes les études, mais aussi beaucoup plus d'informations sur les signes physiques et les plaintes en détail. Et tout est sous-titré en français. Et je pense, je vous recommande vraiment parce qu'avec ça, vous allez vraiment vous connaître. Il y a aussi un prix un peu favorable qui a été fait pour stimuler votre envie. Vous voyez, il y a le diagnostic, le traitement, adaptation de traitement à la maladie, thyroïdie auto-immune et hyperthyroïdie, qui sont vraiment des parties importantes. Il y a juste une petite erreur ici, mais en tout cas, il y a suffisamment de cours pour vraiment vous rendre enthousiaste parce que c'est un plaisir d'apprendre la thyroïde et vraiment savoir comment faire et résoudre. Et là, il y a aussi un diplôme que vous certifiez par l'International Money sur la nutrition que vous pouvez faire. Limiter grâce aux alimentaires, c'est l'inflammation grâce aux thérapies nutritionnelles, comment réduire l'inflammation et inverser le vieillissement physique, inverser le vieillissement des 5 sens. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très proche de l'hormonothérapie, comment faire de l'hormonothérapie sans donner d'hormones, par exemple, pour ceux qui sont nutritionnistes. Je peux vous dire que c'est vraiment intéressant. J'ai fait ça avec passion, mais vous avez une revue de la littérature, souvent des 40 dernières années, dans beaucoup de sujets, ce qui fait que c'est de l'information très solide, mais aussi très pratique et intéressante à appliquer. Et alors, je voudrais quand même vous inciter à acheter le livre de référence si vous voulez aller dans l'hormonothérapie, qui est le Hormone Handbook, qui est un livre qui montre avec des arrière-fond jaune, ce qui est plus important, et qui donne énormément d'informations, comment traiter, comment diagnostiquer une insuffisance hormonale de 18 hormones différentes. Et vraiment intéressant, c'est un livre qui s'est énormément vendu, j'ai beaucoup de médecins qui ont attesté, ils l'ont à côté de leur lit, ils lisent chaque soir quelque chose parce qu'ils trouvent ça tellement intéressant. Donc c'est pas un livre désagréable à lire, mais très intéressant. Et ça c'est vraiment le premier livre à acheter où vous savez alors exactement quel test faire, quel traitement hormonal serait meilleur, etc. Et alors il y a aussi l'atlas d'endocrinologie qui est vraiment intéressant. Parce que c'est ça, la médecine n'est pas seulement de regarder des tests de labo, de regarder votre patient, d'examiner votre patient. Vous allez alors bien connaître l'état hormonal. Dans ce cas-ci, sur 20 hormones différentes, déficience hormonale et 19 excès en hormones. Donc c'est vraiment intéressant, vous serez fasciné. Ça je peux l'assurer. Parce que c'est vraiment intéressant. On est vraiment ici dans l'essentiel, une partie de l'essentiel, c'est pas l'essentiel de la médecine et comment aider avec les traitements hormonaux. Vous pouvez beaucoup mieux améliorer les patients. Alors il y a aussi des liens pour vous voulez avoir d'autres informations. On a continuellement donne du nouveau par Facebook, LinkedIn, par Instagram, etc. Donc vous avez ici les codes que vous pouvez scanner maintenant avec votre mobile.
Et alors, vous avez beaucoup d'informations gratuites aussi. Et alors, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, vous pouvez contacter airtalkchannel@gmail.com. Donc, airtalkchannel avec 2 N ici. Là, c'est l'email où on va répondre à vos questions, vos desiderata, ou vous expliquer la formation si vous voulez. Je pense que ça, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas, Amine, est-ce qu'on a encore une possibilité de faire des questions? Oui, merci beaucoup Thierry, excellente présentation, comme d'habitude, merci, merci. On a quelques questions en ligne, et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ok, tout était clair apparemment, très clair. Donc juste pour rebondir sur la formation, ce que tu présentais vers la fin, donc vous avez les brochures, normalement vous avez reçu toutes et tous des brochures. Les formations sont vraiment à un prix avantageux qui est spécial pour le Congrès et pour l'Algérie. Donc je remercie pour cela Dr Hertog et Claude et Jala pour cette promotion. Donc si vous avez besoin de plus d'infos pour cette formation, vous pouvez contacter directement Science Event, Dr Sofiane Benzaguine, et il vous donnera plus d'informations sur comment se procurer les formations et les livres. Vous avez aussi la possibilité de faire un stage en présentiel à la clinique Hertog également. Un stage de quelques jours, 2 jours, 3 jours ou plusieurs jours. Et pareil, vous aurez plus d'informations chez Sofiane. Bon, pour les questions que j'ai ici, j'en ai... bon, entre-temps, il y en a eu d'autres. Ok, alors je reviens. Est-ce que les extraits thyroïdiens dont vous parlez sont des extraits glandulaires? Oui, j'imagine. Oui, c'est des extraits de glandes de porc. Les porcs sont... enfin, il existe aussi de moutons, mais ça a plus ou moins disparu du marché. Et alors, ce n'est plus aussi fiable parce que c'est dans les pharmacies à composer. Donc, il faut mieux prendre des extraits de porc qui ont plus de T3 et qui sont plus efficaces. Les patients sont beaucoup mieux avec ça. On a des patients qui étaient sur thyroxine pendant des années ou T3, T4 synthèse et ils prennent ça et ils disent, je suis nettement mieux. Pas un petit peu, mais nettement mieux. Ok. Comment faire quand quelqu'un a encore des signes d'hypothyroïdie sous 3 quarts Utiral le matin et signes d'hyper sous 1 comprimé en entier de Utiral? Fractionner les prises? Oui, en effet, je pense que tu as déjà tout à fait compris. Donc, la T3 et T4 de synthèse est en fait prise et la T3 est très vite absorbée. Donc, vous avez à la fin de la matinée un pic de T3 un peu trop fort si la dose est importante. Et la T4 est absorbée beaucoup plus lentement et plus difficilement. Vous n'absorbez en principe que 40 à 70% de T4, tandis que c'est 95% de T3 systématiquement été absorbé. On ne sait presque pas empêcher la T3 d'être absorbée. Et ce qui pose alors qu'on peut être en hyperthyroïdie à la fin de la matinée et en hypothyroïdie le soir. Et donc, quand je donne un traitement T3, T4 de synthèse, un patient, je donne une dose plus forte le matin, mais je donne une deuxième dose vers midi. Et en général, alors on évite ces signes d'hyperthyroïdie. Merci. Comment définir la priorité du traitement sur un trouble thyroïdien ou surrénalien aux hormones de croissance à l'examen clinique du patient? C'est une question large qui montre la difficulté à démêler le premier déficit hormonal. Mais en général, la première stratégie, c'est de corriger l'influence thyroïdienne et s'il y a des influences en hormones sexuelles, les influences en hormones sexuelles. Ça, c'est vraiment la première stratégie. Vous les travaillez par étapes. Là, vous avez un relativement bon équilibre. Maintenant, il est vrai que si une personne a une influence en surrénalienne très importante, un manque de cortisol très important, elle ne va pas supporter les hormones thyroïdiennes. Et même si on lui donne les hormones surrénaliennes, dont le cortisol, la DHA, l'aldostérone, elle peut moins bien supporter à cause d'un sang surrénal et on commence très très lentement avec les hormones thyroïdiennes. Et l'hormone de croissance, c'est souvent un traitement qu'on fait en seconde phase. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai des patients très spéciaux, sortes de VIP qui viennent de très loin, etc. Et ces patients n'ont pas le temps d'attendre, ils veulent avoir le maximum d'effets, ils sont très très motivés.
Et là, je peux donner tous les traitements en même temps, mais par exemple, si l'insuffisance en cortisol, je ralentis le traitement thyroïdien et je postpose d'un mois le traitement en hormones de croissance et je donne le cortisol dont ils ont besoin et les autres hormones circadiennes. Et alors, ils supportent beaucoup mieux le traitement. Très bien, merci. Qu'en est-il du traitement hormonal et le risque de cancer? Alors, la majorité des hormones sont anti-cancer, en fait, dont les hormones thyroïdiennes. Quand on voit les études, c'est plutôt des traitements qui ralentissent en améliorant l'état de santé, en fait, et donc l'immunité. Même l'hormone de croissance, en fait, dans les études, en donnant l'hormone de croissance chez l'adulte à de très hautes doses même, chez les patients très fortement déficients en hormones de croissance, on diminue de 50% le risque de cancer qui est augmenté. Donc l'insuffisance en hormones de croissance donne un risque augmenté de cancer, de double le risque de cancer et quadruple le risque de mourir de cancer. Donc, il faut donner l'hormone de croissance. Moi, souvent, quand j'ai un patient cancéreux, il vient chez moi quand c'est fini. Il va mourir dans le mois ou les 2 mois. Et alors, on leur donne tous les traitements hormonaux. Et en fait, ils survivent 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Donc, on ne peut pas leur promettre de leur guérir, mais c'est très prudent. Alors, il y a quand même, au niveau des hormones féminines, si on donne trop d'œstrogène et pas assez de progestérone, une femme a des seins qui gonflent, par exemple, douloureusement. Elle a aussi un ventre qui gonfle, dont les ovaires gonflent à certains moments. Ça s'appelle la prédominance en œstrogénique. Et dans ces cas, il y a un risque augmenté de cancer qui peut être chez les femmes qui ont mal au sein de 2 fois après 5 ans et 4 fois après 10 ans de mastalgie, de douleur au sein. Et donc, il faut toujours informer la patiente qu'elle doit en fait faire attention de ne pas avoir mal au sein. Si elle a mal au sein, elle diminue les oestrogènes ou elle augmente la progestérone et alors il n'y a pas de risque augmenté. Maintenant, il faut savoir que sur 13 études sur 14 qui ont été faites en donnant des hormones féminines chez une femme après un cancer du sein, la moitié de ces études montraient une diminution des récidives, mais surtout dans le cancer œstrogéno et progestérone récepteur positif. Donc, ce sont des cancers moins dangereux. Et bien, dans ces cancers-là, on a jusqu'à moins 70% de récidives et beaucoup moins de mortalité, entre 20 à 80% moins de mortalité dans les prochains 5 ans. Donc, il faut en fait donner des hormones féminines à une femme après avoir un cancer, si on se base sur ces études. Moi, j'attends 2 ans, parfois 5 ans, et puis j'ajoute des hormones féminines en donnant des instructions, en donnant des vitamines anticancéreuses, et les résultats sont vraiment bons. Par exemple aussi, la testostérone chez la femme, lorsqu'une femme a de la testostérone, elle a 30% moins de risque de cancer du sein en général. Et une étude a été faite même chez une patiente, une étude anecdotique. On a implanté la testostérone autour de la tumeur avec des implants et tous les 2-3 mois, on remettait un implant et la tumeur a diminué de 95%. C'était vraiment incroyable comme elle faisait diminuer la tumeur. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut travailler de façon raisonnable, donner les doses d'hormones à des doses adéquates, pas trop ni trop peu, et là on a le meilleure diminution de risque de cancer. Et je vous assure, je suis un fanatique des études scientifiques, donc je vérifie toujours les 45 dernières années sur PubMed. C'est gratuit, donc c'est facile d'accès. Et je tire mes conclusions de ça. Donc ce n'est pas d'une étude que je tire mes études, mais de l'ensemble des études que je trouve. Ok, merci. Donc pourquoi des cheveux toujours cassants malgré une T3 à 5,5? Oui, donc les cheveux cassants dépendent de plusieurs éléments. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais une patiente qui perdait ses cheveux de façon terrible. Et donc, en effet, je touchais un cheveu et en touchant le cheveu se détachait. Donc, et alors, il m'a dit, si ça continue, moi, je me suicide parce que son cheveu, je veux pas être. Je trouve ça un peu fort, mais bon, souvent, quand je suis mis sous pression et une sorte de inspiration, je dis, écoutez, vous êtes beaucoup trop anxieuse, je vais vous donner la testostérone. Elle prenait 2 anti-bloqueurs des androgènes
Et je vais, pour calmer, et je vais vous donner un troisième bloqueur, la finastéride, pour que ces testostérone ne soient pas en dihydrotestostérone qui peut vous perdre des cheveux. Elle a fait ça, et je pouvais tirer sur ses cheveux 6 mois après. Ses cheveux étaient revenus, et grâce à la testostérone, elle a recouvert tous ses cheveux. Donc, vous savez, comme ça, il faut un peu toutes les hormones pour les cheveux, et la solidité des cheveux est souvent dépendante chez la femme de la testostérone et de l'hormone de croissance, l'IGF-1. Moi, mais en prenant l'IGF-1, c'est une autre hormone comme l'hormone de croissance, mes cheveux n'ont pas doublé, ils ont triplé de volume, ils sont devenus beaucoup plus épais et très solides. Merci. Des questions dans la salle? Bonjour. Oui. Merci pour la communication. Alors, pour notre population, dernièrement, on remarque qu'il y a en consultation de nutrition et de médecine esthétique pour la perte de cheveux et tout, des bilans biologiques en TSH, T3, T4 normaux, avec des signes d'hypothyroïdie, fatigue, perte de cheveux, pâleur, obésité et tout. Et une diminution d'iode. Donc là, une supplémentation en complément alimentaire en iode donne une amélioration nette, clinique. Est-ce que par rapport à votre expérience, on doit terminer par l'iode ou avec des fenêtres thérapeutiques bien sûr, ou rajouter quand même des hormones thyroïdiennes pour une meilleure stimulation? Merci. En général, l'iode n'aide pas suffisamment. On a vu qu'après l'âge de 3-4 ans, chez le crétinisme, l'insuffisance hormonale très grave, ça n'aide pas du tout. Mais donc ça c'est dans la séance thyroïdienne grave. Alors j'ai ici un cardiologue qui donne de l'iode à ses patients pour diminuer l'arythmie, ça diminue l'arythmie cardiaque, et qui trouve que la fonction thyroïdienne est meilleure. Si on prend trop d'iode, on diminue la fonction thyroïdienne. En l'hyperthyroïdie se traite en donnant beaucoup d'iode pendant les grossesses et ça n'atteint pas le bébé. Donc vous n'aurez pas des cheveux suffisamment épais. Si vous donnez des hormones thyroïdiennes, ce sera beaucoup mieux. J'ai encore un pharmacien assez connu aux États-Unis qui avait vu que sa fonction thyroïdienne était soi-disant élevée dans le sang, mais il venait de prendre l'hormone thyroïdienne avant, donc il arrête, il perd ses cheveux, il reprend et à nouveau ses cheveux. Donc je pense qu'il faut vraiment donner des hormones, si vous voulez, optimale. Les hormones sont beaucoup plus puissantes que n'importe quel traitement en nutriments. Pour les cheveux, j'ai un livre, un textbook sur comment inverser le vieillissement du visage, mais c'est aussi les cheveux et l'essence. Et là-dedans, vous avez toutes les possibilités. Si vous avez une alopécie par plaque ou vous avez une alopécie au-dessus, tout est on peut inverser. Moi, je perdais mes cheveux ici à l'âge de 40 ans et j'ai pris alors des hormones mâles plus un bloqueur pour que j'ai pas trop d'hydrotestostérone et mes cheveux sont réapparus très fort. Mais ça prend du temps. C'est toujours au moins 4 mois avant que vous voyez les résultats avec les traitements. Donc, il faut être patient. Si vous donnez la vitamine, par exemple, biotine et la bépantène, donc c'est le B5 et le B7, vous pouvez avoir 20% de repousse. C'est le max parmi les nutriments en 6 semaines. Donc, c'est plus rapide. Mais ça se limite à ça. Tandis qu'avec l'IGF-1, l'hormone de croissance, vous épaissez les cheveux, la testostérone aussi, vous le rendez beaucoup plus solide. Et avec les hormones féminines, une femme double le volume de ses cheveux ici. Et les hormones thyroïdiennes, ça apporte une repousse partout. Et il est possible que le patient chez qui vous appliquez les traitements ou la patiente a en fait plusieurs carences hormonales et vous allez avoir un sort d'effet synergique de renforcement des effets de l'un et de l'autre en comblant toutes les carences. Et la majorité de patients, le minimum serait de donner des hormones thyroïdiennes et peut-être des hormones sexuelles à partir de l'âge de 30-35 ans. Il faut pas attendre la ménopause pour donner des hormones sexuelles. Et dans mon hormonal book, j'explique bien comment il faut faire. Merci Thierry. Donc la surveillance, ça va être une surveillance clinique? En surveillance clinique, mais moi je vérifie toujours les tests de labo, mais en fait c'est surtout clinique que vous allez voir le degré d'insuffisance ou de correction, suffisance de l'hormone. Donc il faut toujours un examen clinique et aussi demander au patient ce qu'il en pense des plaintes typiques. Nous avons des questionnaires spécifiques comme ça où on demande est-ce que vous avez une perte de cheveux diffuse, alors on sait que c'est plutôt insuffisance hormonale thyroïdienne ou en fer. Et si c'est une insuffisance ici au-dessus, c'est une insuffisance en œstrogène,
en testostérone chez l'homme, mais avec trop de dihydrotestostérone par rapport. Donc, il y a une sorte de meilleure balance à apporter. Merci. Dernière question. Dernière question. Bonjour Dr Hertog, ravi de cette interactivité avec vous. Par rapport à la maladie d'Hashimoto chez une enfant de 12 ans qui vient, maman affolée, je ne veux pas la mettre sous l'évothyrox. Donc, en prenant en charge justement en amont cet Hashimoto, donc la perméabilité intestinale, une dysbiose, elle avait une stéatose et tout, avec tous les apports micronutritionnels qui devaient, elle était justement en insuffisance. Au bout de 2-3 mois, il y a eu une chute des TPO, donc elle était plus en Hashimoto sur le plan biologique. Est-ce qu'on s'en tient à cette prise en charge ou il faut aller un peu plus loin pour qu'il n'y ait pas de récidive? Alors évidemment, jamais changer une équipe gagnante. Vous avez trouvé un très bon traitement qui en effet améliorer l'alimentation de façon à ce qu'il a moins de dysbiose et de perméabilité. Donc ça, je pense que c'est très bon, c'est très important. Il faut savoir que dans les études, il y a beaucoup d'éléments dans la maladie auto-immune de la thyroïde. Il y a en fait, il faut éviter les produits laitiers et le gluten. Favorise de façon assez nette, etc. Il faut aussi éviter les pollutions. On voit plus de maladies auto-immunes là où il y a beaucoup de circulation d'auto où on a des puits de pétrole, par exemple. Donc, il faut éviter cette pollution. Et il faut aussi éviter les phtalates qui aussi diminuent donc les plastiques. Donc, si vous buvez de l'eau dans des bouteilles en plastique ou des aliments emballés dans le plastique, il faut toujours bien rincer ça. Et l'eau, je sais pas, on sait pas la rincer, donc plutôt aller en verre plutôt. Et alors, en fait, ça prend 7 ans pour suffisamment diminuer l'insuffisance, le maladiotine par la thyroxine. Je pense que la thyroxine, vous la donnez si elle a aussi, mais l'idéal aurait été une préparation chez un enfant. Moi, j'hésite pas, je donne jamais la T4. Je donne toujours une préparation de T3 et T4 parce que c'est plus efficace. Et donc, il faut voir si c'est ce patient de 12 ans, c'est une fille ou un garçon, je ne sais pas, mais une fille. Une fille. Donc, si elle n'a pas des signes d'insuffisance thyroïdienne, la mère ne va jamais être convaincue si vous ne montrez pas. Moi, j'ai aussi, chez nous, par exemple, on prend parfois mon atlas et on montre, voilà, les photos d'insuffisance thyroïdienne chez l'enfant. Votre enfant a la même chose et il sera beaucoup mieux avec des hormones thyroïdiennes pour d'autres raisons. Ça ne devrait pas être seulement la maladie auto-immune. Il faut savoir qu'un manque de cortisol, un manque de thymosinine alpha 1 peut aussi donner plus récemment une maladie auto-immune. Alors, c'est des traitements nutritionnels importants à donner, c'est le sélénium. Chez l'adulte, les doses vont jusqu'à 400 microgrammes par jour pendant 4 mois et puis on diminue les doses. Et la vitamine D, très important, c'est des doses qui peuvent être chez l'adulte jusqu'à 10 unités sans aucun danger. Plus, ça pourrait donner des risques chez des gens minces, mais sinon pas. Et aussi du myo-inositol, c'est une sorte de forme de sucre, mais 2 fois 600 mg. Ça sont les doses chez l'adulte. Maintenant, chez l'enfant, il faudrait diminuer ces doses probablement de 2 fois ou 3 fois, ça dépend son poids. Mais ça sont des traitements qui fonctionnent et qui diminuent de 30% environ au bout d'1 an ou 2 ans. Merci beaucoup Thierry. Merci pour cette excellente conférence. Merci pour la réponse aux questions. Nous allons prendre une pause déjeuner. Mais par contre, vous aurez 15 minutes de moins. Donc, on reviendra à 14h15. Okay. Merci à vous tous. Merci Ça fait plaisir. Merci, au plaisir.